du podcast. Alors, je l'ai mis là, en gros, c'est un média de l'immersion, de l'intime et du personnel. Et ça, je vais revenir plusieurs fois dessus. Et dans ce côté établissement d'un lien de confiance, en fait, entre à la fois une entreprise, un podcasteur et ses auditeurs. Le fait d'avoir que de l'audio, moi, je trouve qu'on est vraiment dans l'émotion. La voix, alors en plus, bon, avec ma casquette de formateur à la prise de parole en public, la voix est un vecteur d'émotion qui est juste incroyable. Et le fait de mettre ses écouteurs ou même d'être totalement immergé par justement ce son, en fait, eh ben, on a vraiment cet aspect de confiance et j'y reviendrai après parce qu'il y a des chiffres là-dessus sur le fait que les auditeurs se sentent plus concernés, plus impactés, plus investis par une marque qui fait vraiment des podcasts. Ça, et ça, ce côté confiance parce que c'est encore un média qui est assez authentique et assez libre. Je dis encore et je croise les doigts pour que ça le reste au maximum. On a vraiment ce côté, cet attachement à un podcast et la confiance qu'on a envers les personnes qui le font. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et enfin, dernière chose sur les avantages, c'est qu'à la fois, on peut l'écouter quand on veut. Le gros avantage, on n'est pas obligé de… C'est pas comme une vidéo, on doit avoir son téléphone à regarder comme ça ou autre chose. On peut l'avoir dans la poche, donc ça, c'est hyper pratique. Et l'écouter à tout moment et n'importe où. Personnellement, je l'écoute en mangeant, en cuisinant et voilà, ou parfois quand je vais faire du sport aussi. Donc voilà, c'est l'avantage d'écouter ça partout, vraiment comme de la musique. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît? Alors là, je nous ai mis rapidement, et j'en parlais tout à l'heure, le top France d'iTunes, tout simplement. Et donc, c'est une majorité de podcasts audio, mais donc des émissions, on le voit clairement. Là, on a que 4 ou 5 dans les 35 premiers qui sont des podcasts natifs. Donc, ceux les plus écoutés, ça va être ceux d'RTL, Europe 1, France Inter, France Culture. Et voilà. Et après, dans les podcasts natifs, les principaux qui reviennent assez souvent, ça va être Bliss Stories, qu'on voit ici, le Power, Change ma vie, Les couilles sur la table, Émotion. Il y a Le Gratin, La matrescence, pour le coup de Clémentine Sarlat, Génération du Yourself, La Poudre. On a voilà, un panel, et ça de toute façon, vous le savez, un panel de podcasts. Mais c'est vrai que je trouve que moi, il y a des sujets globalement, après c'est peut-être par rapport aux personnes que je côtoie, sur j'allais dire la maternité, bon, ça c'est parce que j'ai interviewé Clémentine Sarlat, donc peut-être que ça joue, sur la maternité et ce côté assez familial. Et de l'autre côté, vraiment sur un développement personnel. Bon, j'y reviendrai après dans les classements des topics les plus actuels en France. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a vraiment ces deux parties-là qui reviennent. Et on en parlait aussi avec Lisa et Sandra en préparant cet échange. Il y a le code source du Parisien et la story des Échos qui sont aussi des podcasts hyper intéressants pour avoir de l'actualité, avoir des news. Est-ce que tu peux changer, s'il te plaît ? Le top suivant est Loïc. J'y ai pensé après avoir envoyé la présentation, donc j'en suis désolé parce que bien sûr que j'aurais pu rajouter ton podcast. Donc là, j'ai fait, moi, c'est les personnes que je croise régulièrement en fait, donc mon top région qui est totalement subjectif, je l'avoue, avec Raphaël Orenbu de Moi Journaliste qui a fait une saison de 10 épisodes avec des journalistes assez divers et variés. Là, peut-être que les différents RP présents ce soir, vous avez pu l'écouter. Moi, je le trouvais hyper intéressant. Elle a terminé sa première saison et j'espère qu'elle en refera une en tout cas. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir les différents parcours. Podcasting de notre cher Jean Berthelot de Lagleteil. Il a lancé ça il n'y a pas longtemps et là aussi, on est sur un format bien différent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est sur des formats assez courts. Moi, journaliste, c'est environ entre 30 et 45 minutes. Il y a Open Startup de Guillaume qui vient de se lancer aussi. Donc là aussi, il va interviewer tout un panel d'entrepreneurs. Bon, j'ai mis le pompon, hein, excusez-moi. Pour le coup, c'est pas très… J'ai dit que c'était subjectif. Donc voilà. Mais là aussi, si vous connaissez des podcasts de la région et d'acteurs régionaux, moi, c'est vraiment en fonction des personnes que je croise, que je rencontre, avec qui je suis en relation. Donc, si vous en connaissez d'autres, partagez-nous c'est le nom des podcasts et des personnes. Comme ça, on pourra aller les voir et en prendre connaissance. Parce que c'est un petit univers quand même. Donc, c'est intéressant de connaître tout le monde. Est-ce que tu peux changer de slide, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Alors là, ça va être un moment assez chiffré, je l'avoue, mais c'est pour bien comprendre l'expansion du média. Et je disais que c'est une très, très belle année pour le podcast. 5,5 millions, c'est quoi? C'est le nombre de Français qui écoutent des podcasts natifs au moins une fois par semaine. Et ce chiffre-là, il a pris 48% de plus en un an.
Donc voilà, 48% des auditeurs actuels ont moins d'un an en fait dans le podcast. Donc c'est juste énorme. Quand on voit l'évolution, et je l'avais noté après, mais c'est pas bien grave, les chiffres et les prévisions disent que d'ici 2023, le nombre d'auditeurs va être multiplié par 6. Voilà, c'est pour vraiment comprendre l'importance de ce média et qu'on n'est pas juste sur une vague, sur une tendance actuelle et sur un buzz, entre guillemets, mais vraiment sur une tendance qui devrait rester dans les mœurs et vraiment dans les habitudes d'écoute et de consommation justement des clients, des consommateurs, etc. De toute façon, on le voit aux États-Unis ou en Angleterre, ils ont quelques mois, pour ne pas dire quelques années d'avance, que c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Je ne sais plus, je crois que… Alors, j'ai plus les termes en tête, mais c'est un Américain sur deux qui en écoute toutes les semaines. Je crois que c'est au Japon où il y a quasiment trois quarts des personnes qui en écoutent toutes les semaines. Enfin, c'est vraiment… Ou en Corée du Sud, pardon. Bref, vous l'avez compris, ça augmente et ça va être que encore exponentiel. Le plus 25%, j'en parlais tout à l'heure, l'avantage de ce confinement, s'il peut y en avoir un, c'est que les écoutes de podcasts ont augmenté de plus 25%. Il y a 13% des auditeurs hebdomadaires de podcasts qui ont commencé à écouter des podcasts pendant le confinement et 65%, 61% de ceux qui en écoutaient déjà ont augmenté leur fréquence d'écoute par rapport à avant. Donc le confinement, a été un réel atout, avantage pour les écoutes de podcasts, pour découvrir différentes choses. Moi, je trouvais ça étonnant parce qu'en fait, j'avais à l'idée que le podcast était écouté plutôt sur les trajets dans les transports pour aller au boulot. Et je me suis dit au départ que le confinement était peut-être pas une si bonne chose que ça pour le podcast et pour les écoutes. Et au final, ça a eu l'effet inverse et beaucoup plus de personnes se sont mises à en écouter. Alors, je pense qu'il y a une convergence de l'arrivée des podcasts en France plus du confinement qui a joué en la faveur du podcast. J'en parlais tout à l'heure des classements un petit peu des thèmes d'actualité. Bon, là, c'est pour la culture globale. Donc, en première position, c'est les thèmes d'actualité et de culture qui sont là depuis pas mal de temps en première position. En deuxième, c'est l'humour et le divertissement qui est assez marrant parce que ça a bondi de 10 points en un an. Donc, on a ce besoin de légèreté dans cette période assez inédite. Après, c'est suivi par la science et la société et la musique. Donc, voilà les thèmes, en gros, globalement, qui intéressent les auditeurs. J'en parlais tout à l'heure de l'âge moyen, 35 ans. Et dans ces 35 ans, il y a 41% qui sont des CSP+. Donc là, comme je disais, c'est intéressant à prendre en compte, encore une fois, en considération dans la communication, à voir quelles sont nos cibles exactement pour bien identifier l'auditeur et savoir… bonjour à la personne qui nous rejoint, j'ai entendu le son, ça m'a troublé. Mais donc voilà, pour bien connaître les auditeurs et nos cibles. Et le 82%, ça, c'est le pourcentage d'auditeurs qui seraient intéressés par des podcasts proposés par leur marque ou leur entreprise préférée. C'est en hausse aussi, l'année dernière, c'était à 74%. Donc, je dis ça parce qu'il y a vraiment un intérêt aussi pour les marques à en créer un. Moi, par exemple, tu disais tout à l'heure, Lisa, j'ai le plaisir d'animer celui de Placeco et il y a aussi celui de Willib qui propose une solution pour les cabinets d'expertise comptable. Et quand on a échangé au début avant de faire le podcast, je leur ai dit, en fait, ça vous place vraiment en tant que référent dans votre domaine. Et vous allez interviewer des personnes autour du sujet de l'expertise comptable. Enfin, vous, pour le coup, c'était moi. Donc, j'ai interviewé des experts comptables, des personnes qui tournent autour de ce milieu-là et de la digitalisation des cabinets d'expertise comptable. Et eux, déjà, ça a élargi leur réseau et après, ça les place vraiment en référent et en plus sur un sujet de niche, parce que des podcasts sur expertise comptable, il n'y en a pas 50 en France. Et donc, il y a vraiment un intérêt à ce niveau-là. Et pour l'image de marque, c'est vraiment hyper utile. Et là aussi, intéressant, bon, je le disais, c'est un peu le moment des chiffres, mais c'est aussi pour bien se rendre compte de l'importance du podcast et dans la communication. Il y a plus de 80% de citations positives sur les marques qui font un podcast. Et les termes qui ressortent, c'est que ça va être des marques innovantes, proches des gens, qui ont une responsabilité et un engagement important et surtout qui sont crédibles. Et ça, c'est important. Et j'en parlais tout à l'heure dans le côté confiance, cette crédibilité, cet engagement, responsabilité et proximité, tout ça, ça rentre en compte et c'est vraiment des notions à bien avoir en tête pour une entreprise, quoi.
Donc voilà, je crois que sur ces reparties, c'est à peu près bon. De toute façon, j'ai donné pas mal de chiffres, donc je crois que je vais m'arrêter là. J'en ai d'autres, mais bon, ça fait beaucoup. Juste un petit dernier quand même, le fait que 2 tiers des auditeurs hebdomadaires, donc les personnes qui ont vraiment l'habitude d'en écouter, seraient prêts à payer pour écouter leur podcast favori. Donc là aussi, ça montre l'attachement à ce média. 2 tiers, c'est quand même énorme. Et là aussi, 2 tiers jugent la présence de publicité adaptée à ce qu'ils écoutent. Et j'en parle juste après, c'est ce côté pour les marques qui ont envie de cibler et de sponsoriser des podcasts. Là aussi, c'est le faire vraiment de manière ciblée, quoi. Moi, l'autre jour, en préparant, alors j'ai écouté plein de podcasts différents que j'ai découverts. J'ai entendu une pub McDo, désolé de les dénoncer, mais tu parlais d'Orange Lisa tout à l'heure, donc moi, je balance aussi une pub McDo. Mais alors, c'était dit par le podcasteur, pour le coup, hein, mais en début d'un podcast, bon, je n'avais pas forcément envie d'écouter la suite, je l'ai fait par curiosité, mais quand même, il faut que ce soit adapté par rapport au sujet, quoi, pour que ce soit bien ciblé. Voilà, si on peut changer de slide, s'il te plaît. Merci. Alors, pour une entreprise, pourquoi créer un podcast? J'en ai un petit peu parlé. On va rentrer un petit peu plus dans le sujet. Il y a notamment 3 intérêts, donc le brand content, le fait de fidéliser ses auditeurs et ses clients, parce qu'on crée vraiment des véritables rendez-vous, et le côté renforcer l'image et accroître la notoriété d'une entreprise. Les différents formats en fait que propose le podcast, ça permet d'avoir un accès assez facile à son audience en fait, dans un format qui est agréable et qu'on va choisir vraiment un format qui nous correspond. J'en parlais tout à l'heure en termes de durée, en termes de type d'interview. On peut vraiment mettre sa patte. Et contrairement justement par exemple, aux images, aux vidéos qui sont très courtes. Les images, on les voit maintenant 2 secondes sur un feed Insta, sur Facebook, voilà ce que vous voulez. Les vidéos, au-delà de 2 minutes, on arrête de les regarder. Le podcast, en général, alors le plus de podcasts durent entre 15 et 30 minutes. C'est la majorité des podcasts ont cette durée-là. Mais 15 et 30 minutes par rapport aux 2 secondes dont je viens de vous parler, ça permet vraiment d'installer en fait un ton, une couleur auprès de votre podcast et de la façon de faire qui est hyper intéressante. Là aussi, ça vous posez vraiment, et il y a vraiment une posture de marque qui peut être qui est mise en place grâce au podcast, quoi. Donc, utiliser le podcast dans une stratégie de marketing, c'est une opération qui peut là aussi considérablement élargir la portée d'un contenu. J'en ai parlé, mais j'en mets quelques-unes. Des bonnes raisons d'inclure un podcast dans des actions de marketing de contenu pour une entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est apporter de la proximité, hein, très clairement. Proximité avec cette confiance, je le répète, mais c'est quand même hyper important. Ils peuvent l'écouter n'importe où et n'importe quand. Alors pour la petite anecdote, et je ne sais toujours pas comment le prendre, mais j'ai un ami qui m'a dit qu'il écoutait le pompon avant de s'endormir. Alors je ne sais pas si ça l'aide, je ne sais pas ce que ça fait, et encore une fois… C'est-à-dire que tu as une voix qui est extrêmement apaisante. Il faut le prendre comme ça, je pense. Ok, bon bah alors je le prends comme… Alors peut-être pas quand je ris, mais la plupart du temps sinon ça va. Mais donc voilà, mais en tout cas ça m'a fait penser au fait que j'étais avec lui dans un moment, alors intime c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas dans la chambre, en tout cas c'était ce côté intimité, proximité et confiance aussi, hein, comme je disais tout à l'heure, on retrouve ça et c'est vraiment, je trouve, permis en tout cas par l'audio. Là aussi, la polyvalence des podcasts fait qu'il peut être utilisé pour toucher n'importe quel marché de niche. Je le disais tout à l'heure avec l'expertise comptable. Et là aussi, pour une entreprise qui a un marché de niche, ça peut être intéressant d'aller chercher justement ses différents clients et ses différents auditeurs. Le format interactif, ça, on est clairement d'accord. Et l'avantage là aussi, c'est que il y a 2 gros avantages là, quand même au podcast. C'est que ça peut être très facilement planifié. En termes de plan de communication et plan marketing, là, c'est quand même assez sympa, avec des outils comme Ocha ou encore qui sont des plateformes de diffusion de podcasts. On peut tout planifier à l'avance, donc c'est royal. Moi, c'est ce que j'utilise Ocha pour le coup avec le pompon, et avec Willib d'ailleurs. Donc là, c'est vraiment un gros avantage et ça permet de créer cette fidélisation, comme je l'ai indiqué, avec la création de rendez-vous réguliers. La plupart des podcasts ont un rendez-vous bimensuel, mais c'est suivi de très près par un podcast hebdomadaire.
Et un gros avantage aussi, c'est les coûts de production du podcast. Pour le coup, on est loin d'être sur la grosse production avec vidéo, caméra, etc. Il y a besoin de 2 micros, bon, au plus, hein, mais en général 2 micros, un enregistreur, des câbles et beaucoup de piles et quelques cartes SD. Voilà. Mais sinon, en termes d'investissement, on n'est pas sur des grands tarifs. Je le mets aussi dans le brand content, hein. L'avantage du podcast, comme je disais, donc, c'est raconter l'univers, l'histoire et le savoir-faire de l'entreprise là aussi. Et je l'ai dit et je le répète là aussi, mais avec Clémentine Sarlat, que j'avais interviewée dans l'épisode 6, elle disait le gros avantage du podcast, c'est qu'on a du temps long. Et le temps long, aujourd'hui, c'est un luxe. Et donc, on peut l'utiliser et donc pour mettre en avant sa marque, mais j'y reviendrai après parce que justement, le but, c'est de ne pas faire 10 épisodes sur pourquoi mes produits sont géniaux. Voilà, faut vraiment pas repartir là-dessus, ne pas partir là-dessus. Voilà. Sur quelques tips pour créer son podcast. Si on a envie de créer un podcast quand on est une marque, hein, je l'avais dit au début, il y a vraiment 3 étapes ici. Pourquoi créer un podcast si on veut, pourquoi sponsoriser et pourquoi intervenir. Donc là, si on veut créer son podcast, eh bien, il faut connaître son public. Est-ce qu'il est consommateur ou est-ce qu'il n'est pas consommateur? Planifier bien évidemment du contenu pertinent avec un format, une durée, un ton, des objectifs de contenu. L'idée, c'est quand même de raconter quelque chose d'intéressant, hein, c'est préférable. Investir dans une édition professionnelle du podcast, ça, investir sur du matériel ou même quelqu'un qui va interviewer pour vous. Alors moi, c'est ce qu'ils ont fait avec Willib ou Placeco. C'est aussi identifier des personnes où vous aimez bien le ton, sa façon d'être et est-ce que ça va correspondre à votre entreprise aussi, quoi. Et ça, j'y reviendrai un petit peu, mais ça, c'est vraiment important. Et donc là aussi, élaborer une stratégie de diffusion comme tout média. L'avantage, je parlais tout à l'heure de rendez-vous aussi, c'est qu'on a rarement quelqu'un qui va sortir juste un épisode de podcast, hein. On crée vraiment des rendez-vous, des séries. Et en fait, une fois que les utilisateurs sont abonnés, on se retrouve vraiment dans cette logique de fidélisation des audiences. Et ce qui est peut-être pas autant respecté sur les autres supports, en fait. Et c'est ça aussi le gros avantage, c'est de pouvoir aller choper. On a envie d'écouter le 2e épisode, après le 18e, après le 5e. On fait ce qu'on veut, on fait notre petit marché, on fait notre popote, j'ai envie de dire. Et ça aussi, c'est ce côté flexibilité, je pense, qui est hyper apprécié par les auditeurs. Donc voilà. Et j'ai 2 exemples. Enfin, il y en a notamment un que je trouve hyper intéressant, qui a été donc créé par une entreprise. C'est le podcast Mouiller la chemise de la maison Figaret. Je ne sais plus si on dit Figaret ou Figaret, mais Figaret. Donc une marque de prêt-à-porter qui existe depuis maintenant à peu près 50 ans. Et en fait, ils font des interviews de 45 minutes, un podcast tous les 15 jours. Ils parlent d'entrepreneuriat et de parcours et on a vraiment en fait, des échanges qui sont de qualité. Et c'est hyper bénéfique pour la marque. Ça a permis d'une certaine manière aussi de se renouveler et parfois d'aller choper des clients qui sont peut-être pas leurs clients habituels, mais grâce au podcast et comme je disais tout à l'heure, à l'auditeur type, entre guillemets, d'aller aussi attraper ces personnes-là. Et donc, ils ont vraiment fait un podcast où le contenu est hyper intéressant et ils ne vont pas dire comment sont faites leurs chemises, pourquoi leurs chemises sont les meilleures ou pourquoi leurs vêtements sont les meilleurs. Donc voilà, ça aussi, c'est vraiment important de pouvoir aller en fait interviewer tout l'univers qu'il y a autour. Il y a, je trouve intéressant aussi un podcast qui s'appelle Les Mousquetaires. Donc, c'est bien de la marque Intermarché. Intermarché a sorti l'année dernière une série de 10 épisodes en décembre de l'année dernière où c'était 10 épisodes en fait, qui racontaient les 50 ans d'Intermarché. Voilà, donc assez simple, ça peut être aussi court, hein. On ne sait pas forcément comment caler le timing d'un podcast. En tout cas, enfin, dans le temps, voilà, est-ce qu'on a une durée, est-ce qu'on se laisse, on fait des saisons ou pas. Et donc, eux, ils ont fait 10 épisodes sur les 50 ans. Ils ont tout sorti en décembre de l'année dernière. Et voilà, c'est aussi une façon de créer du contenu intéressante. Après, il y a, celle-ci, je l'aime bien aussi, il y a l'effet Panda de WWF, donc, qui est un podcast engagé pour sensibiliser le grand public au changement climatique et à l'impact des activités humaines. Donc là aussi intéressant, je le disais tout à l'heure, de toute façon, on trouve un petit peu de tout, on trouve ce qu'on veut dans les différents podcasts. Donc voilà, ça je le disais tout à l'heure, le côté effectivement ne pas juste avoir envie de parler de son entreprise en fait, hein, de façon très subjective, ça va pas être intéressant pour les auditeurs. Alors peut-être qu'au début ça peut créer quelque chose sur les marques. On a vraiment une communauté engagée, ça va avoir un intérêt au début, mais à titre personnel, je trouve et je pense que ça va diminuer si on n'a pas un contenu qui est vraiment plus intéressant que juste raconter sa marque, en tout cas sur vraiment le long terme. Et donc, il faut en fait se comporter comme une véritable rédaction
avec une ligne éditoriale et une équipe qui est dédiée à ça, quoi. Donc, voilà. Et juste avant d'enchaîner sur la prochaine slide, pardon, juste comme je le disais, en fait, le but, ce n'est pas de faire la pub de sa boîte pendant l'échange. On va plutôt le faire au début ou à la fin. Ça arrive parfois au milieu, mais vraiment, je ne le conseille pas. Donc, au début, ça va être un pré-roll, donc un spot audio de 15 à 30 secondes, où en fait, en général, c'est la personne qui interviewe qui va le faire, elle aussi. Et c'est mieux de faire comme ça parce que c'est beaucoup plus, là aussi, encore une fois, authentique. On a la possibilité de mettre une pub au tout début et que ce soit la voix de quelqu'un d'autre. Mais c'est quand même mieux que ce soit vraiment le podcasteur, l'intervieweur qui fasse dans son introduction une aparté. Moi, c'est ce que je fais. J'ai fait Conduit avec expertise sur la première saison. Aujourd'hui, c'est Pertinence et c'est moi qui en parle. Et je pense que ça a plus d'impact que si ça avait été elle, parce que c'est moi qui les recommande. Ou sinon, en sortie, donc en post-roll, là aussi, un spot audio de 15 à 30 secondes. Et donc, on va enchaîner sur la prochaine slide, s'il te plaît, Lisa, qui est sponsoriser un podcast. Et pourquoi sponsoriser un podcast? Ça, je disais… Oui, Juste avant que tu continues, il y a une question dans bien sûr, pardon, je le ne regarde chat pas, sur j'ai pas tout. la source des chiffres que tu cites, si tu peux. Bien sûr, évidemment. Alors, j'ai un mélange du CSA, de Mediacast, d'Acast, de Get a Sound. Donc, ça va être principalement des médias. Il y a Médiamétrie aussi. C'est pour ça, en fait, je suis allé piocher un petit peu partout. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je n'ai pas cité à chaque fois parce que j'en ai vraiment pris d'un petit peu partout. Mais c'est principalement ces 4 ou 5 là, je crois. Super, merci beaucoup. Voilà. C'est pas les stats du pompon, hein, je vous rassure. C'est des stats à une plus grande échelle pour le coup. Donc voilà, je le disais, et ça aussi, question d'avenir et ce qui va arriver après, c'est que vraiment le podcast natif et le sponsoring, je pense, vont être de plus en plus intégrés dans des plans de communication de marque autant que dans les usages des gens de manière générale, hein. Pas uniquement parce que c'est à la mode, mais parce que comme la radio, les journaux ou les autres formats web, ça va devenir un usage du quotidien qui est consommé par toutes et par tous. Et ça, je le dis comme ça parce que je le pense, parce que je l'ai lu aussi, mais aussi parce qu'on a des entreprises américaines qui font des investissements de quelques milliards de dollars sur le sujet, donc qui mettent vraiment des budgets énormes et il y a des budgets publicitaires de plus en plus conséquents. En France, ça a augmenté. J'ai vu sur l'année, je crois que ça avait augmenté de 20% à peu près le budget qui a été consacré en quelques mois. Donc, il y a vraiment une progression à ce niveau-là. Et si l'intérêt des grandes entreprises est présent, c'est qu'il y en a vraiment, hein. Donc, voilà, le 81%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, les podcasts génèrent de l'engagement chez 81% des auditeurs. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va écouter un podcast, et ben après, il va faire des recherches web, il va cliquer, il va liker, il va faire des recommandations. Et donc, on a quand même un taux d'engagement qui est très, très intéressant au niveau des podcasts. Le multiplier par 4,4 en termes de mémorisation, et ben en fait, ça veut dire que la mémorisation d'une marque est multipliée par 4,4 sur des publicités podcast par rapport aux annonces display, donc aux annonces images, vidéos, etc. Donc là aussi, j'en parlais tout à l'heure, la confiance, le côté intime, le côté immersion. Coucou Laetitia. Parce que j'ai interviewé Christophe Chartier d'Immersion la semaine dernière, donc ça me fait penser à ça. Mais ce côté vraiment immersif sur les podcasts natifs et la mémorisation des boîtes, des entreprises qui vont passer dedans est vraiment, enfin voilà, 4,4, j'ai pas besoin de préciser, mais c'est énorme. Et enfin, le plus 10% d'intention d'achat, c'est que ça augmente de 10% pour les auditeurs qui sont exposés à une publicité podcast. Tout simplement, on fait des recherches derrière, donc forcément, ça nous intéresse d'en apprendre plus, et donc on va aller se renseigner, et donc potentiellement acheter. Voilà. Sur le sponsoring, en général, ça s'inscrit assez dans un temps qui est plutôt long. J'ai envie de dire, ça dépend. Mais quand même, c'est mieux que ça s'inscrive dans un temps long parce qu'on va s'habituer à l'entreprise. On ne va peut-être pas aller regarder du premier coup quand on entend parler d'une entreprise au début d'un podcast qu'on aime bien. Donc, c'est bien de rester et faire des tests éventuellement, j'ai tendance à dire. Alors, ça dépend bien sûr de la récurrence des podcasts, mais sur un podcast hebdomadaire ou même bimensuel, j'ai envie de dire au moins tester 3 mois, voir ce que ça donne, même peut-être un peu plus si possible. Une saison, c'est encore mieux. Alors, encore une fois, tout dépend de la durée de la saison, hein. Mais ça permet de créer un lien entre la marque, l'animateur et la communauté d'auditeurs qui va être aussi hyper utile pour tout le monde, hein, pour le coup, parce que même pour
pour l'animateur, l'idée, c'est d'avoir une certaine cohérence dans ce qu'il propose et donc qu'il y ait un lien qui se fasse assez agréable, j'ai envie de dire, avec la marque qui sponsorise le podcast. On a aujourd'hui la possibilité, parce que ça se développe hyper vite et c'est vraiment intéressant de pouvoir, en tout cas une entreprise peut sponsoriser un épisode pendant une semaine, toute une saison pendant une semaine, juste un épisode seulement le même pendant 3 mois. Par exemple, ça c'est intéressant, pour le coup pour des podcasts comme le mien, vu que j'ai plein de sujets différents, si j'ai envie de cibler par exemple une entreprise, j'en sais rien, mais qui est sur le thème de l'écologie, on va dire, parce que j'ai quand même pas mal de personnes sur ce milieu-là, et elle peut cibler juste certains épisodes. Donc là aussi, c'est intéressant pour une entreprise et pour qu'elles soient en lien vraiment avec les sujets de l'épisode, quoi. Voilà. Théo, Oui. est-ce que tu as un ordre d'idée de tarifs? J'imagine que c'est très relatif à la notoriété du podcast, mais une fourchette à indiquer pour sponsoriser un podcast? Alors, comme tu dis, en fait, c'est hyper difficile. Moi, j'ai vraiment du mal à apporter une réponse claire. Pour le coup, tu vas le voir, j'ai avoir du mal à t'apporter une réponse claire. Déjà, il y a un palier. En général, c'est un palier de 5000 écoutes mensuelles. C'est-à-dire que les différentes plateformes, à partir de 5000 écoutes mensuelles, rémunèrent en fait les podcasteurs. Donc, on a déjà ce palier-là. Et après, non, parce que ça va être… moi, je trouve qu'il y a trop de données et j'ai vraiment pas encore réussi à trouver une offre. Donc, j'ai pas envie de dire de bêtises là. Et donc, ça dépend parce que on n'arrive pas aujourd'hui. C'est aussi le problème avec des plateformes comme Ocha et je ne sais pas comment fonctionne encore, mais à bien cibler le type d'auditeur qui nous écoute. Déjà, avec Ocha, on n'arrive pas à savoir s'ils écoutent 1 seconde ou 1h30. Donc, c'est un peu problématique, je ne sais pas, mais c'est quand même, j'aimerais bien savoir s'ils écoutent jusqu'au bout. Et ça, en fait, c'est des données, moi, je trouve, pour pouvoir vendre justement du sponsoring à quelqu'un. En tout cas, à titre perso, je ne serais pas capable de me dire, si, venez, mes auditeurs sont hyper engagés, ils écoutent jusqu'au bout. Enfin, ça me paraît compliqué. Il y en a qui le font. Je sais que, par exemple, les podcasts les plus écoutés comme Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself ou même Clémentine Sarlat avec La Madressence, eux, ils arrivent à gagner de l'argent, à se rémunérer grâce à ça, et plutôt bien. Mais on est sur quelques dizaines de podcasts, quoi, ce qui n'est pas énorme. Mais après, encore une fois, j'ai envie de dire, si on a une communauté et si on a, je ne sais pas, 2000 écoutes mensuelles, mais qu'on arrive à dire que cette audience est bien qualifiée, dans ce cas-là, c'est à vendre. Mais là, c'est encore hyper récent, j'ai envie de dire, des deux côtés. Donc pour le coup, je n'ai pas la réponse, mais c'est assez compliqué comme de réussir à définir ça, je trouve. D'accord. Voilà. Désolé, mais je préfère ne pas dire de bêtises. Lisa, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, la troisième partie, c'est participer à un podcast et surtout chez Kitoké, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, je le disais tout à l'heure, donc c'est bien déjà quand on a, alors pour le coup, moi, il y a plusieurs RP ici présentes qui sont venus me faire coucou par moment. Et déjà, merci, ça fait toujours très plaisir. Et ensuite, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà de bien identifier en fait le podcast. Déjà, quel est son rayonnement, j'ai envie de dire, par rapport à la cible d'auditeurs qu'on a envie d'atteindre aussi. Bien évidemment. Le ton, j'en parlais tout à l'heure, mais le ton et la personne qui va faire le podcast aussi, parce que parfois, en termes de valeur, on ne va peut-être pas se retrouver. Donc là aussi, il faut quand même prendre bien en compte ce niveau-là. Après, il faut voir aussi quel est le format du podcast dans lequel on a envie de faire intervenir quelqu'un. Sur des podcasts longs où on va, parce que pour le coup, moi, à titre personnel, je vais sur le parcours de la personne et pas forcément, bien évidemment, on va parler de son entreprise, mais c'est surtout sur le parcours. À titre perso, j'aborde vraiment ce côté assez personnel et comment une entreprenante ou un entreprenant a réussi à être là où il ou elle en est aujourd'hui. Et donc, on ne fait pas forcément, on fait intrinsèquement, bien sûr, et on va dans l'inconscient, mais on fait la pub de l'entreprise. Mais voilà, il y a des podcasts qui sont peut-être plus courts et peut-être plus adaptés si on a juste envie de faire la pub de l'entreprise. Donc voilà, il faut bien identifier le podcast, la personne. Si on peut avoir des données sur son public cible et sur le nombre d'écoutes, super. Je le mets aussi écouter les podcasts, bien évidemment.
Et ça paraît évident, mais je le note quand même, avoir quelque chose à dire. Hein. C'est pas juste aller sur un podcast pour aller sur un podcast, mais c'est apporter une plus-value et là aussi, encore une fois, voir en fonction des différents podcasts. Moi, je trouve que le temps long, et je sais plus je sais plus qui me l'avait dit, mais c'est quelqu'un que j'ai interviewé récemment. Mais l'avantage, je vais essayer de vous retrouver le nom quand même. Elle m'avait dit, c'était une femme, ça va me revenir. Elle m'avait dit que l'avantage, c'était que le fait d'avoir 1 heure et demie d'échange, en fait, elle répétait pas tout le temps la même phrase qu'elle va répéter à un journaliste sur une interview de 5 minutes ou un article qui sera écrit. Et donc, ça permet de dire beaucoup plus de choses. Et on va vraiment aussi sur la personnalité et c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir montrer aussi une autre facette en fait de l'entreprise entre guillemets, parce que de plus en plus, et en tout cas là dans les RP que je vois, c'est vrai qu'on est beaucoup sur des personnes à mettre en avant. Et je ne sais pas si Aurore est avec nous, mais il y a les échos que j'ai lus tout à l'heure, les échos girondins avec Marie-Vière Klein, pour le coup, que j'avais aussi reçu sur le podcast, qui en fait la une. Et je me dis, et c'est vrai que l'intérêt, c'est de pouvoir apporter plus de temps, se concentrer sur la personne dans les podcasts. Je ne sais pas si c'était très Si clair je à la peux, fin. si ça ne t'embête pas, si je peux compléter un Bien peu sûr. ce que tu Ouais, dis je avec t'en prie. le regard RP, c'est que pour venir dans un podcast comme le tien, qui est un format long et qui n'est pas coupé, Mhm. il faut aussi avoir une forme d'aisance que Ah tous oui, les chefs d'entreprise ou tous les mais bien dirigeants sûr. d'associations n'ont pas. Mhm. Et c'est pour ça qu'il faut suivre les 18-20 de la PACOM, puisqu'on a fait un média training il n'y a pas très longtemps. Très fort, Tout se Sandra. Magnifique. rejoint. Tout C'est se beau, rejoint. c'est Ouais, beau. tout est dans tout. Ouais, ouais. Non, mais blague à part, c'est vrai que sur des formats un peu longs où on va se confier, où effectivement, il y a une forme d'intimité qui va se créer avec la personne qui t'interviewe. Mhm. Si tu as un porte-parole qui n'est pas très à l'aise ou qui est timide, tout Ouais. simplement, qui va pas forcément se livrer ou qui fait des réponses courtes à des questions du type oui, non, bah, ça va être compliqué, quoi. Mhm. Ah bah oui, non mais totalement. Après, alors effectivement, quand on a quelqu'un de très timide, c'est compliqué. Après, de mon côté, moi je trouve que c'est la beauté de la chose. Quelqu'un qui te répond oui, non, c'est d'aller creuser et de justement essayer de faire un maximum de questions ouvertes pour aller creuser de plus en plus. Je trouve ça un petit côté challengeant quand même. Mais c'est sûr que si on a quelqu'un de timide qui est pas à l'aise, après, et là je l'ai pas dit, mais le gros avantage de l'audio, vous l'aurez compris, c'est qu'on n'est pas filmé. Mm. Et alors, j'ai fait l'expérience, moi, de mettre à un moment donné, on avait fait un enregistrement audio, et après de filmer la personne pour avoir un retour, les conseils pour entreprendre, en gros, hein, que je n'ai pas diffusé. Et la différence de stress et de rechercher ces mots entre juste être tous les deux, parce que moi, c'est vraiment une conversation, on pourrait s'installer dans le salon chez moi, voilà. C'est vraiment une conversation, voilà, je vais dire entre amis, mais c'est quasiment ça pour le coup, hein. Et la personne est hyper à l'aise en fait. Et le fait de ne pas avoir cette vidéo, même pour des personnes timides qui parfois et souvent n'aiment pas se voir en vidéo hein, quand même, et ben c'est un gros avantage du podcast, c'est qu'on a vraiment que le son. Et donc au final, le micro s'oublie un petit peu, contrairement à une caméra qu'on a quand même braquée sur nous. Donc là aussi, c'est un avantage. Et qui peut inhiber peut-être un peu Ah plus oui, aussi. exactement. Bah, tout à fait. Ouais. Voilà, Totalement. pardon pour cette Ah non, interview. mais tu as bien fait. Tu peux passer éventuellement à la slide suivante. Merci. Alors, le après, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé tout du long. Hein. Je pense que vous avez compris que c'était alors, effectivement un média actuel, mais qui a encore un avenir qui est juste incroyable. Moi, je me rends compte, pour le coup, j'ai l'impression que ça fait une éternité et pas longtemps que le Pompon a été lancé, mais j'ai créé ça en février de cette année quand même. Et entre février et aujourd'hui, le nombre de podcasts qui a été créé, le nombre d'entreprises, je pense que rien en allant regarder sur répertoire des sociétés qui ont été créées sur des thèmes de podcast, c'est juste incroyable. Cette année, l'année dernière, je pense que on doit avoir, j'ai pas regardé, mais on doit avoir des scores qui sont quand même assez effarants. Et donc, on a un après qui est quand même génial parce que c'est en train d'arriver dans notre quotidien et aussi bien pour nous en tant qu'auditeurs, mais que pour les marques, bien évidemment, et pour les entreprises, les entreprenantes et entreprenants qu'on veut caler. Et ben, il y a vraiment quelque chose de beau à faire, j'ai envie de dire. Euh, et ce côté de temps long, de confiance, d'immersion, d'authenticité, avec l'actualité où tout le monde cherche du sens dans ce qu'on veut faire,
Et c'est pour ça que je croisais les doigts tout à l'heure parce que ma crainte, c'est qu'avec la multiplication du nombre de podcasteurs et de podcasts, on perd cette authenticité en fait. Encore une fois, ma crainte, c'est d'en avoir tellement qui sont peut-être plus authentiques, qui vont noyer ceux qui sont vraiment authentiques. Bon, voilà. Alors après, encore mon avis personnel, c'est que si c'est authentique et que c'est bien fait, ça restera. Mais voilà. Donc le après est quand même assez bright, assez lumineux, aussi bien pour le podcast que pour les personnes qui ont envie d'y participer. Et donc, il y a vraiment ce côté sponsoring ou créer son propre podcast. Il y a vraiment un sujet. Et je pense que l'année prochaine, on va avoir encore de très belles choses. Et j'ai aussi, ça pourrait être drôle de refaire ce 18-20 dans un an, pile poil, pour voir l'évolution des chiffres aussi, parce que je pense qu'ils vont encore bien grimper et qu'on va être bien surpris peut-être pas, mais en tout cas, de les chiffres penser à vont être notre très importants. programme 2021, Théo. Exactement. Tu vois, je te remplis déjà tes 18-20 de l'année prochaine. C'est magnifique. Donc voilà. C'était à peu près tout pour moi sur cette présentation. Donc, je suis en train de prendre connaissance de ce que vous avez écrit tout à l'heure. Donc voilà, je ne sais pas, Sandra, voilà, je te laisse Tu veux continuer. arrêter le partage de presse peut-être du coup? Pardon? Oui, je pense que tu peux du coup, Lisa. Ouais. Arrêter le partage. Ah oui, bien sûr, ouais. Kitri demande où est-ce qu'on trouve les données de mesure d'un podcast. Alors, je sais que la CPM donne des chiffres maintenant, mais du coup, Alors moi, je les ai, les chiffres de la CPM. Ouais. Vous voulez que je les affiche? Alors après, c'est les Ah bah chiffres des podcasts qui sont membres de la CPM. C'est ça. Donc, c'est pas forcément… Il n'y a pas tout le monde. Moi, j'y Il suis n'y a pas pas. tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Attends, je vais les partager. Et ça, c'est assez récent. C'est depuis le mois de juin. Donc, c'est aussi une évolution du… Quelque part, ça officialise le podcast comme un média en tant que tel. Vous voyez moi, par le exemple, tu visuel parles ou de… pas? Oui, on voit très bien, ouais. Et tu parles de juin, Sandra, justement, mais moi, dans la préparation, j'ai essayé de batailler pour trouver des données qui étaient les plus récentes possibles. Ouais. Parce que entre un article qui a été écrit en février et un article qui est écrit le mois dernier sur le podcast, il y a quand même des grosses différences. Donc, ça évolue vite. C'est aussi intéressant. En quelques mois, l'évolution a été fulgurante, quoi. Ok. Donc ça, Culture G, Story. Ouais. Donc, ce qu'on voit, il y a certains podcasts que tu avais cités, notamment La Story, Programme D, je crois que c'est Louis Média. On voit qu'il y a quand même, en tout cas ceux qui sont membres de la CPM, c'est soit des médias, soit des studios assez importants qui produisent plusieurs podcasts. Un nombre important de podcasts. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de médias là, quand même qui sont dans le… Il y a beaucoup de médias, je le vois. Enfin, Code Source, La Story. C'est surtout des podcasts de médias parce qu'en fait, ils sont membres de la CPM, donc ce que disait en fait Sandra. Exactement. Voilà. Alors, je lis en même temps, donc déjà hyper cool parce qu'il y a des personnes, je vois que Sophie écoute beaucoup de podcasts. Et pour répondre aux certaines questions qui sont arrivées, oui, vous aurez la présentation. On pourra vous l'envoyer. Enfin, je ne sais pas comment fonctionne la PACOM habituellement. Oui, Claire va l'envoyer elle va l'envoyer à toutes les personnes qui sont présentes. Ok, super. Absolument. À celles qui sont présentes ou qui ont fait l'effort de s'excuser, les autres, on ne veut pas, on entend parler. Le message est passé. Voilà, donc… Est-ce que je peux dire quelque chose? Tu sais, comme tu étais au CA aussi vendredi, est-ce que je peux parler du sujet de partage des contenus de la PACOM la semaine prochaine? Vas-y, Marie, vas-y. Ça, c'est pas gênant. En fait, je rebondis sur ce qui vient d'être dit sur le fait que la présentation sera disponible qu'aux personnes qui ont participé. En fait, c'est ce qu'on fait habituellement, effectivement, pour les contenus et les événements à PACOM. Sauf que du coup, vous apprenez tous en primeur que la semaine prochaine, ça vous le savez peut-être, on lance une campagne de communication, de sensibilisation en fait à la PACOM
sur l'utilisation de la communication comme levier de la reprise économique. Et on a décidé, dans le cadre de cette campagne, d'offrir gratuitement pendant 1 mois, la durée de la campagne, toutes nos ressources APACOM à tout le monde. Donc effectivement, certaines et certains le savent bien, me dit Céline, en particulier ceux qui étaient au conseil d'administration de l'APACOM vendredi dernier. Ça veut dire que, Théo, j'en profite pour te demander si tu es d'accord qu'on partage ton contenu pendant la durée de cette campagne de communication, c'est-à-dire 1 mois jusqu'au 21 décembre. Ça me va tout à fait. Eh bien, nous t'en remercions au nom de tout la PACOM et merci aussi pour cette présentation. Voilà. Avec plaisir, avec plaisir. C'était un scoop. Je vois aussi dans les derniers commentaires, je me permets de rebondir dessus. Alors, Dany, sur des podcasts B2B, pour le coup, des B2B, j'en connais pas directement. Si, moi j'en connais des podcasts B2B. Comment il s'appelle? Il y a un podcast sur le e-commerce par un spécialiste des startups qui s'appelle Gabriel. Ça s'appelle Growth Makers. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Si, il y en a de plus en plus. C'est parce qu'en fait, moi, tu vois, le B2B, vu qu'à chaque fois, c'est une personne qui va écouter ça chez elle en dehors du boulot, c'est pas comme si le B2B, c'est vraiment une entreprise pour moi qui parle à une autre entreprise. Donc, c'est pour ça que cette notion de B2B en podcast, tu vois. Mais oui. Moi, je considère que les podcasts, par exemple, de CB News, c'est du B2B. Hein. C'est pas grand public finalement. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que tu parlais des podcasts des experts comptables, on est en plein dedans aussi. Hein. Ouais. Oui, carrément, bien sûr, tu as raison. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je réponds à Laetitia aussi sur Entreprendre un podcast. Effectivement, il y a Mathieu Stéphanie et sa comparse de Bliss Stories, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui viennent de sortir une formation au podcast qui s'appelle Entreprendre un podcast. Donc moi aussi, tous les jours, j'ai des tonnes de pubs de leur part. Voilà. Je réponds à Sophie aussi. Comment m'est venue l'idée de créer le pompon? Je vais essayer de la faire brève. Il y a 2 ans, j'écoutais beaucoup de podcasts, notamment Génération Lead Yourself de Mathieu Stéphanie. Je suis arrivé à Bordeaux il y a 1 an et demi. Et en fait, à Bordeaux, je ne trouvais pas de podcast sur l'écosystème bordelais. En cherchant un petit peu, je ne trouvais pas. Or, j'étais un gros consommateur de podcasts et je me suis dit, c'est dommage, il n'y en a pas. Donc, je l'ai créé. Voilà. Et voilà, je crois que ça répond à la question. Et c'est bon. Des podcasts sur la transition énergétique, oui, il y en a. Il y a plein de podcasts sur la question environnementale, notamment. Alors moi, je vais rebondir sur le pompon. J'étais curieux de connaître le business model. Est-ce que tu arrives à en vivre? Est-ce que tu génères du revenu? Alors, avec le pompon directement, aujourd'hui, non. Le pompon, non, mais en fait, ça m'apporte de la visibilité. Ce qui fait qu'en créant le pompon, j'ai réussi à faire les 2 podcasts en marque blanche. Donc, celui de Place Eco et celui de Willy, pour lesquels je suis payé. Ça m'a aussi permis, je parlais de visibilité, mais de rencontrer énormément de monde. C'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai aussi cette casquette de formateur à la prise de parole en public. Sans le pompon, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps. Donc, en fait, c'est à la fois, je suis très curieux. Donc, en fait, j'ai envie de dire, je m'enrichis autrement que financièrement grâce au pompon, hein, très clairement. Et c'est aussi une manière de faire du réseau. Hein, donc voilà, moi, c'est ce que je dis souvent, moi, c'est que le pompon, en fait, c'est ma visibilité, c'est le bateau qu'on voit à la surface. Et ce côté formation, prise de parole en public, c'est le sous-marin qui fonctionne en dessous et les 2 avancent ensemble, en fait. Donc voilà, mais l'idée, bien sûr, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai suffisamment d'auditeurs pour avoir des sponsors qui financent aussi. Aujourd'hui, mon partenaire Pertinence, comme ça, j'ai une transparence totale. Et elle m'accompagne totalement sur ma communication. C'est grâce à elle que j'ai refait le logo, que j'ai une nouvelle charte graphique. Et donc, en fait, c'est un échange. Je profite de leurs compétences en matière de communication. Voilà. J'ai une autre question sur… Exactement, Laetitia. Ouais. Tu parlais, il y a un lien qui se crée entre la marque, l'animateur et l'auditeur, un lien très fort. Est-ce que justement l'animateur ne peut pas être un danger pour la marque par rapport à, je ne sais pas, s'il quitte la saison, s'il quitte… Parce qu'il y a un lien qui va être très fort.
Effectivement, et tu as raison de poser la question parce qu'en plus, moi, il y a des podcasts que j'écoute pas parce que j'aime pas la voix de la personne ou je me reconnais pas dans la personne. Et ça, pour le coup, ça joue énormément. Mais effectivement, après, j'ai envie de dire, c'est comme tout média. Hein. C'est comme je pense au JT de 20h. Si l'animateur s'en va, ça fout un peu la merde en plein milieu. Mais après, je vois pas de raison. Je pense que après, c'est aussi des deux côtés de faire ça intelligemment. C'est-à-dire, moi, dans les deux podcasts que je fais, là, c'est aussi parce que, alors, pour Willy, je suis pas un professionnel de l'expertise comptable, mais justement, je trouvais ça intéressant d'aller faire quelque chose que je connaissais absolument pas. Et après, Benoît qui a créé ça, et on parlait d'impro tout à l'heure, je fais de l'impro avec lui pour le coup. Sur Place Eco, moi, c'est aussi découvrir des entrepreneurs de la région et parler justement de cet écosystème. Donc voilà, je pense que des deux côtés, il faut qu'il y ait une logique pour que ça tienne. Mais bien sûr, après, il y a un contrat qui est établi au début. Hein. Donc après, c'est une rupture de contrat. Je pense que ça fait plaisir ni d'un côté ni de l'autre. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à peu près. Oui, très bien. Si, ça répond. Si. Effectivement, je sais que j'ai quelques podcasts que je suis. Et effectivement, j'ai des amis qui n'aiment pas la voix mais tu as raison, c'est comme la télé, tout à fait. Ouais. Exactement. Et l'avantage, c'est que des podcasts, il y en a de plus en plus, hein, ça c'est clair, et on peut aller vraiment partout. Et après, c'est aussi, je pense qu'il y a encore on a encore un peu de temps avant que ce soit vraiment dans les mœurs et que ce soit un moyen de consommation habituel. Parce que moi, au début, on m'a dit des podcasts, mon épisode le plus long dure 2h15. On m'a dit, mais j'ai pas 2h15 à rien faire et à juste écouter. J'étais là, mais non, en fait, il faut le découper en 4-5 fois. Et c'est aussi une façon de consommer qui est différente, forcément. Quoi. Alors, la question de la durée, c'est un point important parce que souvent, les communicants ont des idées un peu faites sur plus c'est long, moins c'est écouté. Et c'est assez contre-intuitif, mais c'est l'inverse en fait. Est-ce que tu as des infos complémentaires là-dessus, toi? Ouais, je trouve en fait, encore une fois, pour moi, ce côté, je reviens à ce côté intime, émotion, connexion et confiance en fait, et qui sont pour moi essentiels au podcast aujourd'hui et ce qui font que on va retenir une marque, on va retenir quelqu'un qui intervient, c'est que cette confiance s'installe dans le temps long, je trouve. Sur des épisodes en fait qui sont d'après moi de moins de 15 minutes, sur moins de 15 minutes en fait, j'ai l'impression qu'on ne va pas apprendre beaucoup plus sur une entreprise ou sur une personne qu'en lisant un article, qu'en regardant la vidéo de présentation de l'entreprise ou des choses comme ça. Alors que sur du temps long, on a le temps de connaître beaucoup plus la personne. Donc, voilà. Mais après, encore une fois, je ne suis pas sûr de répondre à ta question, là, si. Non. D'accord, on est d'accord. Mais alors, répète ta question, s'il te plaît. En tout cas, moi, les études que j'avais eues sous la main, elles montraient que, en fait, les podcasts qui ont des formats supérieurs à 20 minutes avaient un taux d'écoute qui était assez important, finalement. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la majorité, c'est entre 15 et 30 minutes. Donc après, là-dessus, j'ai pas de données particulières, mais beaucoup plus envie de réagir que ça ne m'étonne pas que ce soit les épisodes les plus longs qui soient écoutés. Parce que c'est dans ce que… en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, parce que les personnes recherchent cette authenticité et on l'a quand c'est long, je trouve. Donc, la logique est plutôt respectée. Quoi. Oui. Après, je pense que sur les podcasts natifs, moi, j'en consomme pas mal. Je crois que ça dépend aussi du studio ou du créateur. C'est-à-dire que quand c'est des podcasts qui sont faits par des médias, c'est ultra formaté, en fait. Ouais. La semaine dernière, j'ai écouté le podcast de West France américaine qui en fait était hyper intéressant, non pas parce que le format était intéressant, mais parce qu'ils interviewaient une experte qu'on n'entend pas très souvent dans des formats où elle n'est pas interrompue sur des plateaux par d'autres personnes. Donc, en fait, le fait que le podcast ne durait que 15 minutes, mais comme on pouvait l'écouter et qu'elle était assez peu interrompue par le journaliste, au final, on s'y retrouve. Donc, je pense que même avec des parties pris courts, ça peut aussi fonctionner. Je pense que ça dépend. Et puis, après, il y a un truc qui se développe et on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est les podcasts de fiction aussi, qui se développent énormément et qui, j'ai l'impression, sont assez prisés d'un public un peu jeune. Alors, je parle pas des histoires pour les gamins parce que ça marche aussi très fort. Ouais.
Ah des oui, vrais c'est podcasts incroyable. de fiction, Podcast comme famille pour les comme les enfants. vieux feuilletons radio qu'écoutaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, finalement. Il y a un peu un éternel recommencement là-dessus. Donc, Ouais. je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que du coup, J'ai vu que Julie avait posé une question, mais en fait, Ouais. Loïc y a répondu, donc c'est parfait. Il y a Loïc quelques aussi. questions sur, en gros, comment on les trouve, ces podcasts, à part aller effectivement sur les plateformes et fouiller un peu. Je crois que c'est Kitri qui demandait s'il y avait une bibliothèque des podcasts. Non, Alors, on est d'accord. Il n'y a pas alors, encore il le n'y a pas de cision bibliothèque du en fait, mais podcast. non, non. Pour le coup, j'ai envie de dire, pour les trouver, c'est, par exemple, moi je pense à iTunes, Apple Podcast. Ouais. En fait, ils sont classés par catégorie. C'est ça, ouais. C'est pareil sur Spotify, Deezer. C'est ce côté, ouais, classement par catégorie où là, en fait, après catégorie, durée, etc. Donc non, il y a pas de il y a pas ça à part sur les plateformes d'écoute. Il y a quelque chose, il y a encore plein de choses à faire dans le podcast, Ah ouais, non, il y a t'inquiète. plein de choses à faire. Après, en fonction des sujets, sur des sujets un peu niches, il y a des blogueurs aussi qui répertorient des podcasts sur des sujets très pointus, type environnement, par exemple. Donc après, Exactement. Et de plus en plus de médias traditionnels, il y a de plus en plus d'articles en ligne ou papier sur les podcasts à écouter sur telle ou telle thématique. C'est clair. Et justement, tu fais bien de dire ça, c'est rigolo parce que j'ai été contacté par une boîte qui travaille pour justement des médias qui font que de l'écrit en fait. Et donc, ils m'ont appelé pour prêter ma voix et pour lire des articles. Et qu'en fait, en haut de l'article, on retrouve une partie audio. Et donc, ça se développe aussi énormément en fait à ce niveau-là. Donc, c'est pas des podcasts natifs, bien sûr, mais c'est pour rebondir sur ce côté. La voix va prendre encore plus d'espace. Ouais, alors ça c'est pour accompagner le développement des enceintes connectées, j'imagine. Aussi, ouais. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en grande partie, les enceintes connectées sont quand même ont été d'une grande aide pour développer les podcasts. Et ça me fait penser à la journaliste, là, le post LinkedIn sur lequel je t'ai tagué. C'est une journaliste qui intègre, je ne sais plus quel média, je me souviens plus du tout, mais ça va être une journaliste dédiée au podcast quand même. Ouais. Elle va parler que de ça. Exactement. Mathilde, j'ai plus son nom de famille. Ouais, Mathilde. et le média, par contre, je me souviens plus. Mais quand même, elle va être en charge d'une rubrique podcast, quoi. Ah ouais, carrément. Les compétences. Tu me retrouves qui c'est, ça m'intéresse. Oui, je te dirais, ouais. Je cherche. Pour répondre à Mathieu, quelles sont les compétences principales pour réaliser et diffuser des podcasts, techniques, technologiques, prise de parole, journalistique, caption. Au revoir Marie. Je lis en même temps la suite des messages. Bonne soirée Marie. Merci d'être venue. Les compétences principales pour réaliser des podcasts, déjà il y a une question de matériel dont je parlais tout à l'heure. Le matériel, alors moi au départ j'utilisais ce magnifique micro qui est un Yeti Blue pour information. Je pourrais... voilà, Yeti Blue, de toute façon, il y a plein de types de micros différents. Maintenant, j'utilise un enregistreur Zoom H4n Pro, pour être tout à fait précis, avec des micros Shure SM58 et beaucoup de piles. Et donc voilà, donc déjà, avoir du matériel de qualité, ça change tout parce que en fait, on perd tout simplement les gens si la qualité, vu qu'on n'a vraiment que ça, si l'audio est mal pris, même si le contenu est intéressant, on n'a pas envie d'écouter. Alors, ça arrive, moi ça m'est arrivé d'écouter des épisodes où vraiment il y avait des personnes intéressantes, mais c'est assez désagréable d'avoir un audio qui n'est pas bon. Après, sur les techniques, le côté prise de parole journalistique, ça se fait... c'est compliqué. Alors, j'ai envie de dire, ça vient au fur et à mesure. Moi, je n'ai pas réécouté mon premier épisode, mais je pense et j'espère qu'il y a une différence entre le premier et le dernier. Forcément, on est plus à l'aise. Déjà, il faut être curieux, il faut avoir envie de poser des questions. Ça, c'est clair. Après, ça vient énormément au fil de l'échange. On m'avait déjà demandé comment je préparais mes interviews. Bon, je passe 1 heure environ à préparer mon interview. Et je pose, en fait, j'écris aucune question à l'avance. C'est juste que j'ai préparé l'interview, donc j'ai un peu le fil directeur. Et en fait, tout vient au fur et à mesure. Donc, ce côté spontanéité, en fait, ça, c'est... Je ne sais pas si c'est intuitif, ça s'apprend aussi, mais il faut avoir cette capacité de rebond, en fait, mais comme un journaliste qu'on peut voir à la télé aussi. C'est vraiment réagir en fonction de ce que dit la personne. Donc, je ne sais pas s'il y a des techniques particulières, mais s'il y a une technique d'impro que je peux vous donner, c'est le oui et. Voilà, quand quelqu'un dit quelque chose, c'est oui et, donc pour rebondir. Mais sinon, voilà. Après, sur la partie captation, montage,
Moi, j'utilise Audacity. Ouais. J'utilise Audacity pour faire le montage, mais comme je disais, je ne coupe rien. Je fais juste parfois une égalisation des voix ou faire en sorte que comment dire, si je suis dans un endroit où ça résonne trop quand je vais dans l'entreprise, je fais en sorte de réduire cette résonance. Et après, je mets tout ça sur Auphonic pour égaliser le tout, en fait. Et je crois qu'on est plusieurs à utiliser ces deux outils-là. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu, si je ne m'abuse. Merci. C'est bon, alors, j'ai la validation. Oui. J'aimerais revenir moi, sur le contenu. Ouais. Pour une marque qui est intéressée par un podcast, est-ce que c'est toi qui vas faire la ligne éditoriale ou qui va créer le sujet ou qui va créer le thème, ou alors tu vas travailler en binôme, ou tu vas consulter quelqu'un d'autre, ou comment concrètement comment tu proposes ça à ton client et quelles sont les pistes pour guider le client? En fait, vu que, alors moi pour tous en fait, il y a juste Place Echo, moi je fais juste l'enregistrement et après je le renvoie. Enfin, je retravaille un peu le son derrière, mais je le renvoie. Donc l'intro c'est pas moi qui la gère, mais sur Willib et Le Bon Pont, donc Pertinence, c'est moi qui ai tout écrit en fait. C'est moi qui ai écrit. Je suis allé sur le site internet, je me suis renseigné. Bien sûr, j'ai échangé avec eux en amont. Il y a tout un travail pour comprendre un petit peu qui ils sont, tout simplement. Et c'est moi qui l'écris parce qu'en fait, faut que ça vienne de c'est ma façon de parler, c'est ma patte. Donc, j'ai envie de dire, donc c'est mieux que ce soit moi qui l'écrive plutôt que de lire. Enfin voilà, un texte qui vient de quelqu'un d'autre, forcément, je vais beaucoup moins bien le dire. Enfin, je trouve en tout cas, vu que ce sera beaucoup moins personnel. Et donc voilà, et pour garder cette constance en fait, et pour garder ce côté authentique, encore une fois, vous allez dire, il répète tout le temps les mêmes mots, mais ce côté authentique et personnel aussi, c'est mieux de se l'approprier au maximum pour mettre le ton, le rythme que met l'intervieweur tout au long en fait, de l'épisode. Voilà, je crois que j'ai répondu. Je me demande, bonjour, je suis Marlène, Ouais. j'interviens, je rebondis parce que je veux aussi partager mon expérience de podcasteuse. Yes. Je suis chargée de communication et moi j'ai expérimenté aussi avec la création d'un podcast qui parle du burn-out féminin, super bête. Et en fait, Théo, je te rejoins complètement sur le côté par rapport aux compétences principales qui sont requises pour animer un podcast. En fait, il y a vraiment une note personnelle, un ton, une manière de tirer les choses qui est c'est pas inné, mais c'est très personnel en fait, je trouve. Et puis par rapport à ce que disait Bertrand, en fait j'ai l'impression que par rapport à une ligne éditoriale, en fait on s'y prend exactement de la même manière que pour n'importe quel support de communication où on va établir un brief et puis dérouler un concept et une ligne éditoriale, une identité visuelle. C'est exactement les mêmes phases de conception de support pour... Voilà, j'ai l'impression, en fait, on parle de ton, on parle d'axe créatif. Exactement. Duplication. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Tu as totalement raison. Ça, je comprends bien ce travail de journalistique, mais moi, je parle du sujet, trouver le thème sur lequel on va rentrer pour l'entreprise. Il faut bien un sujet sur lequel vous allez développer des séries. Ah, d'accord. Je croyais. Alors, est-ce que tu parles du sponsoring au début d'épisode ou d'une entreprise? Ah, d'accord. Une entreprise qui va me dire je suis intéressé par un podcast. Ouais. Mais donc, pour en créer un. Donc, du coup, exactement, il faut bien définir un fil conducteur qu'on va retrouver dans chaque série. Enfin, vous devez créer. Je ne parle pas vraiment de la ligne d'écriture du contenu à l'intérieur, mais le concept même que vous allez poser. Ça marche. Est-ce que c'est votre rôle à vous de le trouver ou c'est… Je vois carrément. Effectivement, excuse-moi, j'avais mal compris ta question alors. Mais effectivement, moi, par exemple, sur Willib, ce qu'on a fait, en fait, c'est que moi, j'ai essayé de leur faire comprendre qu'en interviewant des personnes, des experts comptables, mais pas que des personnes, parce que leur thème, c'est la digitalisation des cabinets d'expertise comptable. Donc, c'est bien évidemment interviewer des experts comptables, mais des personnes qui sont dans le digital, qui tournent autour de cet univers-là. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur une série de 10 épisodes. Et pour le coup, moi, ce que je fais avec eux, c'est que donc eux, ils ciblent forcément, c'est eux qui connaissent. Donc, moi, je ne vais pas cibler n'importe qui. Ils ciblent des personnes à interviewer. Après, ils me font une description un peu de la personne, de son parcours.
moi, je vais faire des recherches en plus, bien évidemment, pour en apprendre plus sur la personne et pour avoir de la matière. En plus, c'est un sujet de base que je ne connais pas, donc je vais encore plus passer de temps pour bien comprendre le sujet. Et après, sur l'introduction, dans ce cas-là, du podcast que je fais avec la personne, là, c'est moi qui l'écris pour le coup. Mais donc là, il y a un travail quand même du côté entreprise pour identifier. Elle me dit aussi les sujets qu'ils veulent aborder pendant le podcast. Parce qu'avec eux, je fais des podcasts d'une demi-heure environ. Donc, ils font vraiment, ils donnent quand même pas mal d'éléments pour que moi, derrière, j'ai déjà une sorte de feuille de route. Après, j'ai une liberté en plus, mais que j'ai déjà une feuille de route en fait. Et après, j'adosse là-dessus ma patte où je ris aussi sur leur podcast d'expertise comptable, quoi. C'est clair. Merci. Je t'en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions ? J'ai l'impression qu'on a épuisé les questions des uns et des On autres. a fait le tour, je crois. Ouais. Parfait. C'est bien, c'était riche. Donc, super. Écoutez, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup Théo, parce que c'était vraiment très complet. Merci. Anne-Laure qui applaudit. Merci à tous d'avoir participé en nombre. Il y a Annie qui demande les coordonnées de Théo, si tu veux les mettre dans la conversation. Chat. Hop. Voilà. Je mets ça là. Bon. Très, très intéressant. Hop. N'hésitez pas aussi à nous faire part d'autres sujets que vous aimeriez voir traités. Alors, voilà. Le 18-20 classique ou 18-20 RP. Il y a tout. On prend toutes les bonnes idées. Ouais. À quand le podcast APACOM ? Eh bien, écoute, je me tourne vers Théo. À quand le podcast APACOM ? Écoutez, alors, attendez, je vais mettre mes coordonnées. Puis, ça serait une super idée, Céline. Écoute, tu peux le souffler au prochain CA. Ouais, on va en reparler. Ça va être intéressant, effectivement. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Surtout qu'on a des choses à dire. Ah bah ça, c'est sûr. Et Théo a quand même dit que c'était la base. Oui. Ouais. Exactement. Parce que quand on n'a rien à dire, ça ne sert à rien de parler. Globalement. Très bonne conclusion. C'est un peu la première question qu'on pose les uns et les autres, et les unes et les autres, quand on pose pas à nous voir. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Si vous n'avez rien à dire, on se rappelle quand vous avez quelque chose à dire. Et sur ces mots, je vous dis au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci Théo. Merci. Bonne soirée. Et à bientôt. Merci Théo. Merci à tout À le monde. Théo. Bonne soirée.